Le sujet de ce soir, c'est la ménopause, libérée, délivrée, point d'interrogation. Pourquoi ce sujet? Alors déjà, nous, au sein de l'association, on a une moyenne d'âge qui est plutôt de 30 ans, donc c'était pas un sujet qui nous est venu tout de suite à l'idée, et pourtant, plus on grandit et plus on se rend compte que on le côtoie, même au sein des personnes de notre âge, et ça on va en parler ce soir, mais aussi parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier et qui finalement aujourd'hui, à l'heure où la parole des femmes se libère très ouvertement autour des sujets de sexualité, de santé gynécologique, on se dit que la ménopause, ça reste encore un sujet assez tabou. On l'a pas fait exprès, mais hier c'était la journée internationale de la ménopause, donc on est vraiment brillante, on s'en rend pas compte. Pourquoi la ménopause? Donc pour nous, ça reste encore un sujet trop tabou, vous l'aurez compris. C'est un véritable enjeu de santé gynécologique, c'est pour ça qu'on en parle aussi dans le cadre de notre parcours de plaidoyer. Aujourd'hui, la ménopause est plutôt associée à l'image de symptômes terribles, insupportables. Parfois c'est vrai, il faut en parler, il faut les considérer. Mais c'est également un imaginaire qui est à construire et à réinventer. On va en parler ce soir avec nos intervenantes, que je vais présenter dès à présent. Donc avec nous, on a donc Sophie Kuhn. Bonjour Sophie. Sophie, tu es créatrice du compte Ménopause Stories, compte Instagram. Tu en as fait un livre qui s'appelle Ménopausée et libre. Celui-ci a été emprunté à la bibliothèque de Bordeaux. Vous pouvez le trouver. Et vous avez plusieurs exemplaires que vous pourrez aller consulter au fond. Ouais. Donc merci Sophie d'être avec nous. Avec plaisir. Donc Ménopausée et libre manifeste pour une ménopause réinventée. Oui, tout à fait. Avec nous également. C'est pas le compte Instagram, hein. C'est vraiment un livre qui est à part. C'est pas une reprise du compte. Hein. Ah non, pardon, ouais. Je voulais pas être... Ah non, oui. Donc allez voir le compte Instagram et achetez le livre. Et là, voilà, parce que c'est deux choses complètement différentes. Avec nous également Gaëlle Baldassari, donc tu es avec nous en visio. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, tu es formatrice, créatrice du programme de bien-être menstruel Kiffe ton cycle. Tu en as également fait un livre qui s'appelle également Kiffe ton cycle. Tu es avec nous aujourd'hui en visio pour parler de ce sujet qui est la ménopause, puisque au sein de Kiffe ton cycle, vous avez aussi créé un sommet de la périménopause et de la ménopause. Donc un programme hyper intense avec plein de professionnels. On peut le retrouver aujourd'hui sur le site de Kiffe ton cycle, ce sommet? Oui, tout à fait. Il y a le sommet et puis il y a aussi un programme pour la préménopause, parce qu'on pense que bien accompagner la préménopause, c'est se faciliter le passage à la ménopause, justement. On est très content de t'avoir avec nous ce soir pour aider notamment les femmes avec vous à comprendre ce qu'est la ménopause. Et avec nous également la Tiffaine Turpin. Bonjour Tiffaine. Tu as également exercé au sein de la maison de naissance de Bordeaux. Oui. Et donc tu accompagnes aujourd'hui des femmes de tout âge dans leur parcours gynécologique. Oui. Et notamment sur la ménopause. Oui, depuis 5-6 ans. Depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Merci d'être là. Et on a également deux témoins avec nous. On a donc Marichou Mogé-Bilbao. Bonsoir. Que vous connaissez peut-être, puisque Marichou est une abonnée des Vulva Aventure. Trop contente d'en faire partie, encore une fois, j'adore. Donc on t'avait reçu notamment sur notre Vulva Aventure sur la thématique des sorcières. Voilà. Et aujourd'hui tu es avec nous pour témoigner. Les sorcières et la ménopause, c'est bien. Là on est sur un sacré programme. Je suis au bon endroit. Tu as créé un podcast aussi qui s'appelle Quinca mais pas que, à côté de ton activité de psychomotricienne et de réflexologue. C'est ça. Et tu as consacré une émission de ce podcast sur le sujet de la ménopause. Voilà. Donc Quinca mais pas que, c'est pour les quinquas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc en gros c'est pour tout le monde. Il suffit juste d'écouter. Hein, voilà. Merci Marichou. Et on a avec nous également Lucille. Alors, Lucille, tu as 25 ans. C'est ça. Tu es étudiante en orthophonie. C'est ça. Voilà, je ne me trompe pas. Parfait. Et tu es ménopausée. C'est ça, je suis ménopausée suite à une leucémie aiguë, donc des traitements de chimio et une greffe de moelle osseuse. Et ces traitements ont fait que je suis ménopausée aujourd'hui. Donc tu vas venir témoigner ce soir, tu vas pouvoir rebondir sur les questions, nous expliquer comment tu vis en fait aujourd'hui ce nouveau corps finalement que tu as suite à cet événement dans ta vie. Voilà. Quelques chiffres sur la ménopause pour introduire un peu le sujet ensemble. Ça concerne 11 millions de personnes aujourd'hui en France. On estime aujourd'hui que 50% de la population française féminine de plus de 15 ans est ménopausée. C'est 400 000 femmes qui rentrent en ménopause chaque année. Donc c'est quand même un sacré événement de santé gynécologique, on peut le dire. Alors, première question, la ménopause, c'est quoi ?
Et donc, est-ce que Gaëlle, tu peux nous faire une définition assez simple et accessible à toutes et tous sur ce qu'est la ménopause et peut-être même la périménopause? Oh, ah oui, il y a deux choses du coup. Alors, avec plaisir. Donc la ménopause, c'est quoi? C'est l'arrêt du cycle menstruel pendant 1 an. A priori, on ne se pose pas de questions si on est aux alentours des 50 ans, entre 45 et 53, 55 ans. C'est qu'on est sur une ménopause normale et donc on ne se pose pas de questions. Dès lors qu'il y a 1 an d'arrêt du cycle, on considère qu'on est en ménopause. Ça peut être vérifié par le truchement d'analyse, mais si on se retrouve dans ces eaux-là avec un arrêt de cycle pendant plus d'1 an alors qu'avant c'était pas le cas, a priori on est en ménopause. Voilà la définition de la ménopause médicale. Alors après il y a la périménopause. La périménopause c'est tout ce qui va se situer autour de la ménopause, mais j'ai envie de dire autour direct. C'est ce qu'on va appeler la périménopause. Ça peut être 1 ou 2 ans avant, 1 ou 2 ans après. Ça va être cette zone dans laquelle, un petit peu comme au moment de la puberté, on va passer dans une zone un peu d'instabilité, où on ne se connaît plus vraiment, où il y a des changements qu'on ne comprend pas forcément, etc. Ça, c'est la zone de la périménopause. Et puis après, il y a la préménopause, qui, elle, peut arriver et commencer à partir de 10 ans avant la ménopause, à peu près. C'est le cycle le corps qui a de plus en plus de mal à produire une ovulation de qualité, et c'est normal, tout ça est physiologique. C'est normal d'avoir une préménopause, c'est normal de passer en périménopause, c'est normal de vivre une ménopause. Tout ça est tout à fait physiologique, mais comme on est dans la zone du tabou, en réalité, ce qui se passe, c'est que on vit ça un peu toute seule dans nos coins, et puis que quand, grâce à des organismes comme le vôtre, comme votre association, on peut en parler, les personnes se regardent, ah oui, mais en fait, je suis pas la seule à passer par là. Donc il y a bien ces 3 niveaux-là. Et la préménopause commence jusqu'à 10 ans avant la ménopause, ce qui veut dire qu'aux alentours de 35-40 ans, on peut commencer à avoir des premiers signes de difficulté pour le corps à arriver à une ovulation de qualité, et ce qui va entraîner différents signaux qui peuvent juste nous prévenir qu'on arrive vers ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus tomber enceinte, c'est hyper important. On peut continuer à avoir des grossesses, y compris sur la période de préménopause. Ce qu'on a l'habitude de dire nous aussi quand on intervient notamment auprès des publics jeunesse et au sein des collèges, quand on explique ce qu'est la ménopause, on essaye de l'expliquer assez simplement en disant qu'on a à la naissance un nombre d'ovocytes. C'est génétique, ils sont là et ce sera ce nombre-là, peu importe ce qu'il arrive. Et que quand il n'y a plus d'ovocytes, finalement c'est la ménopause, quand on n'en a plus. On a eu suffisamment de cycles et on a tout évacué, entre guillemets. Donc là... C'est pas tout à fait ça. Ah, est-ce que tu peux me rectifier alors? Ouais, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait on n'arrive pas à la ménopause avec 0 ovocyte. C'est pas le nombre d'ovocytes à la ménopause qui va faire la différence. En fait, c'est comme si c'est un mécanisme beaucoup plus complexe que juste le nombre d'ovocytes. C'est un petit peu comme s'il y avait une programmation pour dire à un moment, c'est plus le moment de procréer. Et donc, on parle souvent de réserve de follicules, mais il n'y a pas que ça qui va expliquer. Et au moment de la ménopause, il reste encore des follicules présents. Donc, ce n'est pas l'épuisement total de la réserve de follicules qui crée la ménopause. Merci beaucoup. C'est des signaux hormonaux. Est-ce que tu veux compléter, Sophie? Non, ça va. Tu peux prendre le micro, Sophie? Parce que là, sinon, moi, j'en ai pas bizarre. Alors, il y a également des ménopauses qui sont précoces et artificielles. Donc, Sophie et Lucie, vous voudriez témoigner là-dessus pour nous expliquer un petit peu ce que c'est? Ouais, moi, je vais commencer. Donc, moi, j'ai une ménopause artificielle en premier lieu, ce qui a donné naissance finalement aussi après à Ménopause Stories et puis même le livre. Donc là, en fait, moi, j'avais un problème de santé, donc du coup, évidemment, gynéco, bien sûr, c'était pas les dents. Et donc, du coup, j'ai reçu une piqûre pour vraiment tout stopper et me placer en ménopause artificielle. Moi, au début, donc en fait, le traitement, normalement, j'aurais dû recevoir une piqûre tous les 3 mois pour rester en ménopause artificielle jusqu'à ce que ma vraie ménopause arrive, pour vraiment stopper tous les cycles définitivement. Voilà, donc pour moi, j'allais simplement chez l'infirmière, me faire une piqûre et c'était tout. Comme j'étais absolument pas rencardée sur la ménopause, c'est juste une piqûre et punto final, quoi. Et puis ça s'est avéré en apocalypse now. Donc les symptômes, je savais pas ce que c'était, j'ai compris. Voilà, donc là, ça, après, je pourrais en parler un peu. Voilà. On n'a pas continué, hein. J'ai fait une piqûre, ça c'était finito.
Et du coup, voilà, moi, comme je le disais, c'est suite à des traitements par chimiothérapie intensive. Donc, je pense que c'est quand même bien de préciser que toutes les chimiothérapies n'entraînent pas une ménopause, donc à mon âge, à 25 ans. Donc, moi, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant que j'ai eu le diagnostic de ménopause. Et alors, au niveau... Donc, moi, c'est une ménopause induite. C'est pas artificiel, c'est pas je prends un traitement qui fait que ça me met en ménopause. Justement, on en discutera après. Moi, j'ai un traitement pour me suppléer en hormones parce que voilà, je suis en vraie ménopause. Et par rapport aux symptômes, moi, j'ai oui les bouffées de chaleur. Après, pareil, c'est un peu compliqué parce que j'étais en post-grève, donc entre les symptômes de la grève et de la ménopause, voilà, c'était un peu flou. Donc, je ne pourrais pas dire exactement ce qui était vraiment dû à la ménopause. Marichou, toi tu as eu des témoignages de personnes qui ont été ménopausées suite à des traitements ou notamment suite à des hystérectomies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, j'ai pas eu beaucoup de témoignages suite à l'hystérectomie. C'était plutôt... Mais voilà, écoute, tu vois... Non, moi j'ai eu beaucoup de témoignages autour de la ménopause puisque pour préparer mon podcast, j'ai fait appel à toutes celles qui m'entouraient et puis à toutes celles qui avaient envie de témoigner et à tous ceux, puisque j'ai eu la chance même d'avoir le témoignage de compagnons de personnes qui sont ménopausées et pour avoir effectivement ce qu'elles ressentaient. Par rapport à l'hystérectomie, j'ai pas eu de témoignage direct en lien avec les ménopauses, mais c'était plutôt sur la problématique de la femme qui doit se reconstruire par rapport à cette hystérectomie. Donc on était sur un autre sujet. Voilà. Mais moi je fais partie de celles ce soir qui ont une ménopause naturelle. Voilà, à l'âge qui rentre dans les cases. Pour une fois que je rentre dans des cases, c'est bien la première fois. Donc là, je rentre dans les cases et je suis rentrée, 51 ans, je suis ménopausée. Oui. Ah non, non. Ah oui, non, non. Moi, je suis, pour une fois, tu vois, je suis vraiment dans les cases, parfaite. Voilà, et je vous raconterai après comment moi je l'ai vécu, mais ça, c'est pour la suite des épisodes. Alors, avant la suite des épisodes, je vais demander... Pardon. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une hystérectomie, s'il vous plaît? L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Voilà, donc effectivement, et là je passe à... Et il y a total ou partiel. Soit il n'y a que l'utérus et on conserve les ovaires, soit on enlève tout avec les ovaires. Total. Merci. Qui change un petit peu parce qu'il reste tout le système hormonal quand il y a les ovaires, et donc c'est pas forcément une ménopause. Il n'y a pas de ménopause. Que quand on enlève que l'utérus, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est le contraire. Quand elle est totale, il y a la ménopause. C'est ça. Voilà. Les ovaires, s'il y a les ovaires, il n'y a pas la ménopause. Voilà. C'est bon? Si ce n'est que comme tu ne saignes pas, tout le monde pense. Comme on ne saigne pas, quand on a enlevé l'utérus, on pense que ça y est, c'est terminé, on est ménopausé. Et non. Enfin, quel ovaire est là? Parce que l'ovaire, c'est lui qui sécrète les deux hormones sexuelles féminines, œstrogène et progestérone. Donc du coup, tant qu'on a nos ovaires... Sur cet équilibre hormonal, justement, ce déséquilibre hormonal, disons, Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des hormones lorsqu'on se retrouve en situation de préménopause et de ménopause? Oui, avec plaisir. Donc, dans un premier temps, dans la préménopause, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de mal à sécréter de la progestérone. C'est-à-dire que l'ovulation, une fois passée, on va avoir une sécrétion de progestérone qui va être plus faible. Ça va être les premiers signes de la préménopause. C'est le premier chemin. Et puis, quand on va basculer en ménopause, quand le cycle s'arrête, c'est les œstrogènes qu'on va arrêter de sécréter. Et donc, ça va nous donner des états différents. Dans un premier temps, ça peut être par exemple un SPM un petit peu plus présent. Je dis un petit peu plus présent parce qu'en fait, encore une fois, c'est un passage physiologique. Donc, normalement, le corps est en capacité de s'adapter et les symptômes ne sont pas un passage obligé. Il y a énormément de personnes qui passent en ménopause sans symptômes particuliers ou parce que finalement tout s'est adapté, le corps s'est adapté. Mais c'est bien ça, c'est qu'on va avoir dans les premiers temps une baisse de la sécrétion de la progestérone, donc qui peut amener plus de symptômes en période prémenstruelle, qui peut aussi réduire la durée du cycle. Donc on peut se retrouver avec des cycles qui sont raccourcis ou au contraire très allongés parce que le corps a eu du mal à ovuler. Et puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la ménopause, eh bien, les cycles vont s'allonger et puis on va ne plus sécréter de moins en moins d'œstrogènes, en tout cas au niveau des ovaires
Et c'est là où notre petite bouée de sécurité au niveau du ventre, dont on peut se plaindre quand on arrive à la ménopause, finalement est quelque chose de très salutaire et de très positif, parce que ce sont les cellules adipeuses qui vont prendre le relais de la sécrétion, alors pas en totalité, mais qui vont malgré tout prendre le relais de la sécrétion d'œstrogène, ce qui va nous permettre de ne pas tomber à zéro en termes de sécrétion d'œstrogène, mais on aura quand même une sécrétion beaucoup moins importante. Et c'est ça, c'est la diminution d'abord de la progestérone puis des œstrogènes qui vont entraîner les réadaptations nécessaires du corps, les changements qu'on va vivre, pour certaines les symptômes, mais dans tous les cas, il y a quand même un avant-après ménopause qui est lié aux changements hormonaux et qui est lié au fait qu'il y a des choses qui ne sont plus présentes dans notre corps, et donc notre corps va s'adapter différemment, un petit peu comme avant, après la puberté. Alors moi j'aimerais rebondir parce que c'est important ce qu'a dit Gaëlle, parce que moi j'aime bien les petits côtés positifs. Hein. Notre ventre serre. Non, mais c'est important parce qu'on nous prend la tête en nous disant il ne faut pas avoir de ventre, machin. Si on a du ventre, c'est pas pour rien. Voilà. Et là, on a le droit d'avoir du ventre. Déjà, on a le droit tout le temps. Mais là, il sert. Et il est fondamental pour nous protéger. Donc, moi, ce qui est important aussi dans le chemin quand on passe en préménopause et après en ménopause, où effectivement, pour certaines, il y a ces prises de poids qui peuvent être plus ou moins grandes, petites ou grandes, mais qui font que notre corps change. Il ne change pas pour rien. Il ne change pas pour nous embêter et pour qu'on change la garde-robe, quoi. Si notre corps change, c'est parce qu'il en a besoin. Donc, arrêtons d'essayer de se massacrer avec des régimes, machin, bref, vous avez bien compris que c'est pas mon truc, pour essayer de dire, oui, je vais rester comme à 20 ans. D'abord, on n'a plus 20 ans et c'est une très bonne chose, parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait et que sinon, on ne serait pas ce qu'on est à 50. Mais surtout, parce qu'il y a une vraie raison physiologique à ça. Donc, voilà, arrêtons de nous massacrer et vivons pleinement notre corps. J'aime beaucoup voir Marichou, très sincèrement. Merci. Je crois que je vais taper tous les matins. Je ferai une Marichou tous les matins pour tout le monde. Voilà. Allez, on va faire une radio spécifique. Ah bah, elle a lancé un podcast, il faut en profiter. Oui, c'est vrai, voilà. Quelques symptômes de la ménopause comme ça dans l'assemblée, ça vous vient? Des idées? Ah non, vous savez pas? Allez, lâchez. Lâchez-vous. Bouffée de chaleur. Bouffée de chaleur. Énervement, agacement. Agacement, énervement. Fatigue. Il y en a d'autres? Maux de tête. Prise de poids. Ah, je l'attendais celui-là. Baisse de la libido, on va en parler, vous inquiétez pas. Sécheresse vaginale, ouais. Alors moi j'ai une liste énorme, hein, par contre. Mais on a dit qu'on restait positive, hein, donc voilà. Là, on parle des symptômes visibles, il y a aussi les symptômes invisibles. C'est toi qui m'en as parlé en premier, Sophie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Parce que maintenant que tu m'en as parlé, c'était très clair. Je me rappelle plus de ce que je t'ai dit, mais bon, je vais essayer. Ça va te revenir, je suis sûre. Ouais. Effectivement, on a tous les symptômes visibles. Alors, les symptômes visibles, pour moi, c'était plutôt la peau, le ventre, effectivement, la peau qui se dessèche, les cheveux qui... Alors, pour ma part, moi, comme j'ai une crinière, là, ça se voit pas trop, mais de base, j'ai pas trop remarqué, mais quand même, si, qui s'assèche, cuir chevelu qui s'assèche, le cheveu qui est beaucoup plus sec et surtout qui perd en densité, etc. Ça, c'est vraiment des larmes, parce que si tout s'assèche, on peut très bien avoir les yeux qui s'assèchent aussi, donc sécréter moins de larmes. Ça, c'est pour moi, c'était la partie visible. La partie invisible, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, bouffée de chaleur, c'est visible, ça part de l'intérieur, mais c'est visible aussi. Ensuite, ces symptômes invisibles, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi, globalement. Donc, ça va être toute la partie, je dirais, finalement, puisque là j'ai parlé de la partie physique, ça va être la partie émotionnelle. Donc ça va être les troubles de l'humeur, anxiété, les insomnies, la fatigue, toutes ces choses-là. Attendez, je dresse ça, pas de panique. Hein. Il y a plein de femmes qui n'ont pas de symptômes, il y en a qui ont 1 ou 2 symptômes plus ou moins importants, etc. Mais on respire. Donc toute cette partie, effectivement, plutôt psychique. Et puis, effectivement, aussi, la chute des hormones fait que, au niveau d'une graisse abdominale, alors je suis d'accord, elle est hyper positive,
quand on a trop de graisse abdominale, là, il faut quand même gérer parce que là, c'est pas forcément bon. J'en parle à bon escient. Je suis la bonne personne pour dire il va falloir que je fasse attention quand même. Mais ça, c'est un relâchement. Alors voilà. Et puis, il peut y avoir aussi tout ce qui va être problème génito-urinaire. Alors, il y a la sécheresse, oui. La sécheresse, on la voit. Mais après, il peut y avoir une atrophie. Ça, c'est... Voilà. Et puis, tout ce qui va être prolapsus des centres d'organes et compagnie. Donc, c'est le moment de prendre un super rendez-vous avec une spécialiste du périnée. Ça fait vachement bien. Non, mais... Enfin, bon, ça, je vais pas en parler. J'en parlerai sur Ménopause Stories parce que je l'ai pas encore fait. Mais n'empêche que c'est canon. Non, mais c'est canon parce que c'est vraiment, pour moi, la ménopause, un moment de rendez-vous intime avec soi. Voilà, on refait le point. Comme par exemple, moi, je l'avais fait dans ma vie. Donc, c'est magnifique. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je t'avais raconté. Tu m'avais parlé de ça, oui. Ouais. Après, j'avais un troisième truc qui n'était pas forcément évident, qui là concerne vraiment la partie finalement de l'invisibilité, puisqu'on a parlé de la partie in-out. Moi, ce que j'ai repéré, c'est la partie around, c'est-à-dire toute la perception que les gens ont et un de la ménopause, et de nous en particulier. Donc moi, par exemple, qui assumais parce que tout le monde me dit, ouais, la ménopause, ça se voit pas. Ouais, enfin, à partir du moment où tu commences à arriver à une petite cinquantaine, en général, les gens commencent à dire, vas-y, dégage le ménopausé. Ou alors, t'es fatigué, c'est normal, ou voilà, va te reposer... On prend un petit coup de fraîche et puis voilà, donc si quand même une physionomie qui change, etc. Des cheveux poivre et sel, ça donne une perception. Voilà. Pour toi, Lucille, qui a été du coup ménopausée tôt, est-ce que tu as ressenti des symptômes classiques en fait du ménopause naturelle? Ça t'a fait quoi au niveau de ton corps, toi? Alors moi, où je suis sûre que c'est la ménopause, c'était les bouffées de chaleur. Alors là, vraiment, je l'ai senti. Pour tout le reste, tout ce qui était énervement, anxiété, enfin peut-être changement d'humeur, vraiment, je sais pas, il y avait le compte de la maladie, donc ça, je ne sais pas. Après, je pense que c'est bien de dire que pour les personnes qui sont ménopausées très jeunes, justement, j'avais très peur quand même, finalement, que mon corps change, et on m'avait dit que j'allais avoir des hormones en fait d'une femme de 80 ans, donc quelque part, j'ai associé ça à un corps d'une femme de 80 ans. Et en fait, comme on est suppléant en hormones, je pense que c'est important de dire que non, le corps ne change pas et qu'à partir du moment où on est suppléé en hormones, on se sent bien et justement, on n'a pas tous ces changements dont vous parlez. Quand on est plus jeune, on les a pas. Et je pense que c'est vraiment important de le dire parce que moi, j'avais hyper peur. Marie-Chou, tu veux compléter? Oui, parce qu'on a parlé du in, du out, du around, et il y a aussi tout le côté de quand se passe la ménopause naturelle. On arrive à 50 ans, entre 45 et 55, d'accord? C'est aussi pour nous, femmes, un vrai passage. Il y a, quand on est maman et quand on a eu des enfants dans les règles, vous voyez, dans le cadre entre 20 et 30, voilà. C'est aussi l'envol des enfants, c'est aussi ce moment de questionnement souvent dans le couple parce que ça peut faire longtemps, ou alors tiens, comment je peux faire pour en avoir un autre, chéri. Il y a aussi tout ce côté, c'est-à-dire que la ménopause, là je ne suis pas dedans, mais voilà. Il y a aussi tout ce côté de la ménopause, c'est pas un truc tout seul qui nous tombe, sauf dans un cas pathologique. Ça arrive dans une sphère d'un être total et dans ce qui nous arrive dans notre vie globale. Donc effectivement, par exemple dans les témoignages que j'ai eus, le truc bête, c'est quand je vais pas bien parce que dans ma vie perso ça va pas, parce que dans ma vie pro ça va pas, et je me retrouve avec des symptômes et je vais pas. Et quand je me suis équilibrée, étonnamment, mes symptômes diminuent parce qu'on est les symptômes, ils n'arrivent pas tout seuls, quoi. C'est pas un truc qu'on vient nous poser le matin au réveil. Tiens, aujourd'hui, tu vas avoir ces symptômes. C'est notre être qui développe ces symptômes dans une vie et dans qui nous sommes. Et ça, c'est important pour en revenir à ce que tu disais sur le retour sur soi quand on passe ce cap. Prendre soin de soi, ça fait effectivement partie des choses fondamentales pour s'accepter et pour pouvoir faire ce passage le plus doucement, avec le plus de douceur possible. Voilà. Moi, je tiens à dire une chose, c'est qu'en règle générale, on parle d'une discontinuité. C'est Simone de Beauvoir qui parlait de ça, qui disait vraiment que la ménopause coupait la vie de la femme en deux. Il y avait vraiment une discontinuité. Moi, à force de vraiment réfléchir sur ce sujet, pour moi, c'est pas une discontinuité. C'est vraiment une évolution. C'est une transition, un passage, une évolution, mais il n'y a pas de discontinuité. J'ai pas de rupture. Justement,
Vous parlez de phase et de passage tout à l'heure. Donc vous me disiez que la ménopause c'était un passage finalement de la vie. Sophie, tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. La ménopause c'est pas une mort, c'est la fin d'une fonction. Tu m'as dit ça. Et en quoi, selon vous, c'est un passage? C'est un passage parce que effectivement tu passes un certain nombre d'années où déjà tu es programmé pour avoir tes règles. Quand tu es petite fille, tu sais qu'à un moment donné tu vas avoir tes règles, tu vas devenir une femme, tu vas avoir des enfants, etc. Donc tu as tout un nombre d'années où tous les mois ton corps te rappelle que tu es cyclique et que ça arrive. Et puis donc vraiment tu es complètement voué à ça, et puis à un moment donné ça s'arrête. Au moment où ça s'arrête, je dirais l'imaginaire, ce qui tendrait à sous-tendre, c'est que tu n'es plus une femme. À partir du moment où la fonction s'arrête, la fonction reproductive, où est ton utilité? C'était la question sous-jacente en fait. À l'époque, on appelait cette période la mort partielle avant la vraie mort. Mais c'est quand même des termes hyper violents. Hyper violents. Et d'ailleurs, toi, c'est ce qui fait que aussi tu t'es engagée dans l'écriture de ce livre et aussi la création de ton compte Instagram. Tu m'avais dit que pour toi, quand tu as voulu te renseigner sur la ménopause, et tu le dis dans ton livre, tu es allé chercher des références, des sources pour comprendre, et aussi pour avoir de nouvelles références, on va dire, de vie, de qui je suis maintenant. Et en fait, tu n'as pas du tout trouvé ton compte. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai un livre dans mon sac, mais que j'aurais pu emmener. Mais au tout début, j'ai commencé forcément à aller... Je me place de ça il y a 6 ans maintenant, quand j'avais ma piqûre, et que j'étais complètement recroquevillée sur le canapé au bord de l'asphyxie. Là, je suis allée forcément sur Internet, je suis une fille du digital, donc c'est logique. Et là, je suis tombée sur tous les sites que vous pouvez imaginer, mais qui étaient toujours donc, des sites à vocation plutôt... C'était plutôt médical, donc très froid, avec des images de femmes qui, moi, me semblaient pas me ressembler. Et on ne parlait que de symptômes, de carences, de voilà ce qui va se passer, quoi. Donc, très dépréciatif. Donc là, du jour au lendemain, je me suis... Parce que moi, ça a été du jour au lendemain, en fait. Donc, du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves là. Je me suis dit, mais merde, on m'avait pas prévenu, c'est quoi ce business? Et du coup, je me suis dit, mais... J'avais vraiment des impressions assez bizarres, parce qu'en même temps, oui, il y avait des bouffées de chaleur et tout, mais intérieurement, il se passait vraiment un questionnement. Et puis, comme j'étais très fatiguée au niveau de l'émotion, ça allait pas aussi. Je me suis dit, ça m'a l'air plus spirituel, quelque part, bien plus profond comme interrogation que ce qu'on veut bien me laisser entendre. Et là, j'ai commencé à faire quelques recherches. Et j'ai surtout commencé à faire des recherches au niveau de l'anthropologie, voir au niveau de l'anthropologie, la psychanalyse, etc., s'il y avait des sujets. En plus, comme moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je suis littéraire, donc j'ai essayé aussi de regarder dans la littérature, mais enfin, en même temps, pourquoi est-ce que je ne vois rien? Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? À part un mot, il n'y a pas d'imaginaire, personne n'en parle de manière gaie, enfin, ça a l'air d'être de drama total. Et effectivement, un jour, je suis tombée, en l'occurrence, sur un article d'abord d'Annick Tillier, et ensuite un livre de Daniel Delanoë, donc, qui est psychiatre anthropologue, qui s'appelle Sexe, croyance et ménopause, donc que j'ai là de nouveau, qui est un livre génial et qui retrace vraiment, justement, d'abord la première partie, c'est toute la partie de l'histoire de la ménopause. Et là, je me suis dit, enfin, un livre qui commence à répondre à mes questions. Et en fait, au fur et à mesure de toutes mes lectures, à chaque fois, il y avait un nom qui revenait. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais d'après vous, le terme ménopause date de quand? Parce que pour moi, comme c'était un mot grec, je me suis dit, il y a les menstrues, la ménarche, la ménorrhée, etc. Forcément, ça a toujours existé. Enfin, pour moi, la ménopause, c'était comme, je sais pas, le sel, le poivre, enfin, j'en sais rien, moi. Peut-être pas le ketchup, mais la farine, enfin bon, le pain, en tout cas, le pain et l'eau. Et d'après vous, ça date de quand? La vieille question piège. 1949? Ouais. Tu penses que c'est à la naissance de tout ce qui a été hormonal, 1950? J'en sais rien, ouais. 1821. En fait, c'est un médecin, Charles de Gardanne, qui a créé ce mot. Comme à chaque fois, donc, sur les livres d'anthropo, enfin les sujets anthropo et sociologues, je trouvais Charles de Gardanne, j'avais l'impression que c'était un peu comme si on me parlait d'un pote, d'un mec, t'as pas vu ce mec en soirée, il est génial, faut que tu le rencontres. Donc du coup, je me suis procuré le livre de Charles de Gardanne,
donc créateur du mot ménopause, médecin, pour savoir exactement ce qu'il racontait lui en 1821. Et je me suis retrouvée, donc ça c'est vraiment cette rencontre qui est vraiment le cœur de mon livre, donc je ne vais pas tout vous raconter, mais je me suis retrouvée avec justement un imaginaire de l'époque, et je me suis rendu compte, parce que tout le monde parle d'inconscient collectif en disant oui, dans l'inconscient collectif, la femme est acariate, la femme n'a plus de sexualité, la femme n'a plus ci, plus ça. Non, là je me suis rendu compte que cet imaginaire avait un socle, ça avait été écrit, ça avait été nommé, ça avait été bien décrit. Et là, je me suis dit, ah bah ça y est, je commence à avoir une base vraiment tangible sur laquelle... J'adore Charles, hein, je préfère vous le dire quand même. Je me suis passé des soirées à dire, non mais putain, reviens, parce que là, il faut que je te montre des choses. Mais n'empêche que moi, ce qui m'a surtout interrogée, c'est pourquoi en 2021, à l'époque, quand j'ai sorti le livre, aujourd'hui 2022, donc 200 ans après, pourquoi on en était encore là? C'était surtout ça l'interrogation. Donc j'ai vraiment consacré un livre à... Je dirais cette forme de confrontation où non seulement, voilà, je me suis vraiment appuyée sur ce que je ressentais sur Charles, une partie je parle de moi au début, et que j'ai mis parce que évidemment je suis chieuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je ressentais des choses, j'ai tout divisé en chapitres et j'ai interrogé des experts d'aujourd'hui pour savoir ce que eux ressentaient par rapport à ce que je leur montrais, parce que moi j'ai flashé sur pas mal de trucs. Donc voilà. Et quand on est sage-femme, pour rebondir sur ce que vient de dire Sophie, justement ce passage-là, comment tu l'accompagnes toi avec cette casquette justement de sage-femme auprès des femmes que tu accompagnes? Je les écoute énormément. Et déjà c'est énorme. Et après souvent on se connaît depuis un moment. Donc je te rapproche un peu le micro. Du coup elles sont déjà habituées, donc moi je trouve que les passages sont globalement faciles. On a des femmes en bonne santé, les sages-femmes, on suit la physiologie, donc si les femmes ont des pathologies, on ne les voit pas. Et toi, ce que tu m'avais dit quand on en parlait, c'est que finalement l'écoute est déjà un grand levier d'accompagnement, d'aide. De la médecine. Et toi, Gaëlle, au sein du sommet de la préménopause et de la ménopause, justement, quelle est un peu cette image un peu nouvelle, cet imaginaire nouveau que vous avez pu construire autour de la ménopause parce que vous avez réuni plein d'experts et j'imagine que vous aviez beaucoup de questions qui revenaient auprès de vos participantes, au niveau de vos participantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ce qui est intéressant, c'est que déjà on a questionné l'imaginaire actuel occidental en se rendant compte qu'en fait déjà il n'est pas mondial. Cet imaginaire occidental. C'est une partie du monde qui considère qu'il y a comme une dépréciation en fin de vie. Il est très lié à la façon dont on traite nos anciens. Et donc là, on se rend compte qu'on ne traite pas partout dans le monde nos anciens de la même façon. Et c'est vrai que quand en Chine, on nous dit que la ménopause, c'est le second printemps, et qu'une femme qui arrive à la ménopause, elle est finalement libérée du risque d'avoir des enfants. Et donc, elle est quelque part complètement dévergondée dans l'idée, en tout cas de l'imaginaire. Encore une fois, ça ne représente pas chaque individu, mais l'imaginaire collectif chinois, c'est qu'une femme ménopausée, c'est le moment où elle va pouvoir s'éclater le plus dans sa vie, sans prendre de risques. Donc c'est quand même intéressant en termes d'imaginaire. On va retrouver, par exemple, dans des sociétés qu'on va qualifier d'ancestrales ou en tout cas qui sont beaucoup moins acculturées à tout ce qui est innovation, on va dire ça comme ça, on va retrouver une notion de femme sage. C'est-à-dire que les femmes passées à la ménopause sont des femmes qui vont être capables de prendre soin et de prendre des décisions au niveau du clan importantes parce qu'elles ne sont plus soumises aux fluctuations liées au cycle menstruel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est déjà de questionner notre imaginaire comme étant quelque chose qu'on peut remettre en question parce qu'il est déjà vécu différemment ailleurs. On peut même se poser la question de savoir quel est l'intérêt de notre société aujourd'hui de considérer les personnes ménopausées comme des personnes à mettre au banc de la société ou des personnes qui seraient moins intéressantes. C'est une vraie question qu'on pourrait poser. D'ailleurs, on voit très bien la différence de traitement entre les hommes qui vont vieillir et qui vont être considérés encore dans notre société comme d'une certaine forme de sagesse, une certaine forme de beauté, quelque chose d'intéressant, et les femmes qui vont être dévalorisées. Moi, je me pose vraiment la question, parce que ça a été un petit peu dit, c'est l'idée que la fonction première des femmes dans notre société occidentale, encore aujourd'hui,
serait-elle de faire des enfants? Moi, ça grince quand je dis ça, hein. C'est pas confortable, parce que je me dis, waouh, c'est ça qu'on a créé collectivement. Des ventres sur pattes qui seraient prêts à faire juste des enfants, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit la seule chose qu'on ait à apporter à la société. Donc moi, ce que j'ai vu dans ce sommet, c'est surtout de questionner cet imaginaire. De dire, ok, on vient avec ce package-là, on nous le livre actuellement comme une normalité, bah déjà, il n'est pas universel. Et ensuite, cette normalité, elle peut être remise en question parce que cette notion de femme sage, cette notion de femme qui s'éclate, cette notion de femme qui est libérée de toute contrainte, parce qu'on l'a dit, ça correspond aussi dans le cycle de la vie souvent au départ d'enfant, au fait de ne pas se retrouver avec des contraintes. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Elle fait peur à certains? Ça pose problème? La sorcière remonte. La puissance est cette. Justement, j'ai entendu la sorcière, c'est vraiment cette notion de... Voilà, en quoi elle fait tellement peur qu'il a fallu qu'on la mette au banc de la société pour pas qu'elle puisse prendre sa pleine puissance. C'est surtout ça, moi, je trouve, qui a émané de ce sommet qu'on a pu faire ensemble. Finalement, toi, Lucille, tu vas être surpuissante. Ouais, c'est ça qui va se passer, en fait. C'est ça, surpuissante, très très jeune, là, voilà. Ne soyez pas jaloux. Non, mais du coup, c'est ça par rapport à... Du coup, moi, une des grosses problématiques, c'est aussi la stérilité. Et c'est comment assumer aussi ce statut de ménopausée à 25 ans, avec tout cet imaginaire quand même qui est hyper péjoratif, comme on le disait. Et ce que j'aime beaucoup, Sophie, c'est quand tu dis c'est une fonction en moins, et ça n'est que ça, finalement. Et que le fait de ne pas pouvoir procréer, ça ne m'amoindrit pas en tant que jeune femme, et ça c'est hyper important. Et le fait de ne pas en créer une honte autour de tout ça, alors c'est un travail, je pense, mais c'est important de le faire, et que le fait de ne pas pouvoir procréer fait aussi que je vais pouvoir faire mille et une autres choses. Ça ne fait pas une vie moins épanouissante, et c'est important aussi de ne pas se voir que épanouie en tant que future mère. Et justement, ça laisse le champ des possibles ouvert, et c'est important aussi de le voir de manière pas que négative et plombante, comme quoi c'est l'horreur, quoi. Si je peux me permettre de rajouter, juste la bonne nouvelle, c'est qu'avec les générations qui sont en train d'arriver là, ils remettent énormément en question la notion de devoir absolument procréer pour être une femme. Et donc je pense que ça va aussi sacrément aider dans cette dynamique. Oui, non, voilà, c'est... Voilà. Là, je crois qu'il y a eu un sondage la semaine dernière qui sentait qu'il y avait 30% de jeunes femmes qui ne voulaient pas d'enfants. Oui, voilà, c'est important de rebondir sur toi, c'est-à-dire que tu as le choix de décider. C'est pas parce que ton corps ne peut pas procréer naturellement. Si un jour tu veux être maman, tu as toute la liberté. Si tu ne le souhaites pas, tu as toute la liberté. Mais de te dire que tu as toute la liberté. Voilà. Ben, je pense aussi. Et non, mais je pense aussi que ça fait se poser la question de vraiment j'ai le choix aujourd'hui de voir si je veux vraiment un enfant ou pas, là où la société pourrait nous imposer, quand on sait qu'on est fertile et qu'on peut avoir des enfants, le truc de à la trentaine, il y a l'horloge qui tourne, et donc il y a parfois pour certaines femmes c'est imposé, et au moins dans ces cas-là ça re-questionne vraiment la notion de choix. Tu me fais penser à une chose, c'est que moi, je n'avais pas d'imaginaire de la ménopause. Même le mot me semblait lointain, etc. En revanche, l'horloge qui tourne, j'ai toujours eu la flippe. Donc finalement, pour moi, la ménopause, c'était l'horloge qui tourne. Ouais. Moi, je voulais rebondir par rapport... On parle de la ménopause. Tout à l'heure, Gaëlle nous parlait de la pré-ménopause, donc qui est entre 5 et 10 ans, enfin qui peut atteindre jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Pour moi, ça a été effectivement le passage le plus douloureux, parce que c'est celui qu'on ne parle pas, c'est celui qu'on ne comprend pas. Il se passe des désordres dans notre corps, dans nos émotions. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment dans une machine à laver, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau émotionnel, un jour ça va pas. La libido, un jour ça va pas. Mais pourquoi mon cycle, tout d'un coup, je suis en hémorragie, mais pourquoi je suis en hémorragie alors que... Enfin bref. Et c'est ce moment-là où, en fait... Enfin, pour moi et dans les femmes que je rencontre, c'est ce moment-là qui ne se parle pas. Une fois qu'on commence à ne plus avoir nos cycles, on se dit « Ah oui, c'est la ménopause, ok, bon, d'accord, je peux aller voir mon toubib, ma sage-femme, tout ça. » Mais avant,
Mais ce avant quand on est complètement déstabilisé et que ça vient toucher notre sphère émotionnelle, personnelle, familiale, et on se dit mais quoi, il m'arrive quoi, et on ne parle pas assez de ce avant. Enfin, en tout cas, pour moi, ce avant n'était pas connu. Alors effectivement, pour moi, la ménopause jusqu'à il y a 2 ans, c'était les vieilles. Merci Marichou, voilà, ok. Donc je suis de l'autre côté. Oui, mais vieille et belle. Hein, voilà. Et rebelle. Et rebelle plein de fois. Mais voilà. Mais cette période d'avant, où effectivement, on se sent encore dans notre pleine puissance de femmes créatrices, procréatrices, tout ce qu'on veut, là, à 45 ans, on est au top, là, on peut tout faire. Oui, mais non, mais moi, je pouvais tout faire à 45, là, c'était le... Et tout d'un coup, il se passe des trucs dans mon corps, et je me dis, mais quoi, c'est quoi ça, maintenant? Après, tu peux de nouveau tout faire. Ah, mais je le fais. Après, tu peux de nouveau tout faire. Mais c'est un passage qui n'est pas dit. Alors, c'est un passage qui n'est pas dit, et non seulement il n'est pas dit, mais il n'est pas partagé, parce qu'en fait, comme tu te sens folle, enfin, tu comprends pas ce qui t'arrive. Donc, du coup, déjà, tu dis, si j'en parle, bon, déjà, on va me foutre là, pour le coup, mes copines, elles vont dire, c'est bon, tu fous le seum, laisse tomber, reste chez toi. Non, mais c'est vrai. T'oses pas, en fait, t'es vraiment le vilain petit canard, là. Tu restes comme ça, là, tête baissée, tu te dis, bon, ok, laisse tomber, ça va passer, mais tu comprends pas du tout. Parce que moi, par exemple, je pleurais tous les matins. Dès que mon mari et mon fils partaient, j'étais en larmes. Je disais quand même pas possible. Parce que pourtant, Dieu sait que j'ai... Enfin bon, je vais pas insister, mais j'étais contente qu'ils partent. Je pouvais commencer ma journée de liberté. Mais non, mais là, ouais, voilà, il y avait une grosse incompréhension, quoi. C'était complètement prise. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est le corps qui prend tout, quoi. C'est Hulk à l'intérieur. Et là, tu te dis... Et c'est vrai qu'on a oublié l'adolescence. Mais l'adolescence, c'était pas à ce point-là. Parce que je me rappelle vraiment bien de mon adolescence. J'avais aussi envie d'envoyer tout balader, mais là, c'était pas ça. Parce qu'au moins, l'adolescence, de toute façon, tout le monde sait ce que c'est. Déjà, les parents sont passés par l'adolescence, les grands-parents aussi. Donc ça, c'est bien identifié, il n'y a pas de problème. Tu as aussi des images assez pourries sur l'adolescence, hein, cela dit. Mais là, ça, c'est tellement pas questionné, et c'est tellement pas renseigné que c'est le bordel, en même temps. C'est des sujets, toi, dans le témoignage que tu as récolté, Marichou, parler de ménopause, par exemple, avec ses parents, enfin, avec sa mère notamment, enfin, en tout cas des proches, c'est quelque chose qui semble facile ou pas dans l'entourage? Quel retour tu as eu là-dessus? Aucun, on parle pas. Quand moi je posais la question, et là, tout d'un coup, toutes les langues se délient. Et là, j'ai des témoignages juste merveilleux, notamment un que j'avais envie de vous partager. Une dame âgée que je suis dans mes... Donc, moi, je suis Madame Périnée aussi, donc voilà, Périnée en conscience, mais ça, c'est autre chose. Et donc, dans mes cours de gym douce, une dame qui a 86 ans, et donc, je demande des témoignages, et là, elle me dit, alors moi, c'était il y a 37 ans, donc 85, et alors, moi, je me rappelle, 85, j'ai 14 ans, enfin, je suis pas dinosaure quand même, 85, c'était quand même avant-hier, enfin... Pour certaines, c'était des dinosaures, mais pas pour nous. Donc je me dis, et là, elle me dit, mais en 85, quand j'ai eu ma ménopause, c'était un sujet complètement tabou. Mes amis me disaient, je suis vide dedans. À partir de maintenant, je suis vide. Et cette dame avec un éveil extraordinaire qui me dit, quand une femme est ménopausée, elle devenait l'objet sexuel de son mari. C'est-à-dire que le plaisir n'avait plus à exister, puisqu'elle était ménopausée, elle passait dans la case. Bon, à partir de maintenant... Alors déjà avant, parce que quand même, ça commence à sortir, mais pendant longtemps c'était quand même ça. Et là, à partir du moment où on était ménopausé, le problème ne se posait même plus. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de chercher un minimum de plaisir. La nana, c'est bon, c'est terminé, bam. Et elle me dit ça. Si, mais pas pour le plaisir de la femme. Ah, mais si. Et là, cette dame, mais c'était extraordinaire de parler sexualité avec cette dame. C'était magique. Et là, elle me dit... Alors elle, non, parce qu'elle nous a dit, moi avec mon mari, ça a été une libération parce qu'effectivement, on n'avait plus le poids de la procréation et on a pu ensemble se rencontrer, se retrouver, se découvrir parce qu'eux étaient dans cet éveil. Et c'était ça qui était magique dans ce témoignage. Mais par contre, elle pouvait témoigner aussi de l'époque et de ce que c'était que quand on arrivait et qu'on disait « je suis ménopausée », t'es au placard, hein, chérie, c'est bon. Hein. Ben ouais, c'est ça. Non mais voilà, c'est bon, tu ne sers plus à rien. Oui, ok, bon, alors on va revoir ça. Je vais remettre un peu de paillettes dessus. On n'a pas prévu de parler sexualité avant la pause, mais bon, du coup, Marichou, tu t'es pressée sur le sujet. Mais on peut aussi laisser la pause, digérer, et puis revenir après, hein, aussi. C'est comme non, moi j'aime bien. Ouais, non, bon, alors pas y aller, hein.
Oui, alors, ce qui est important, effectivement, ménopause, sexualité, baisse de libido, c'est ce qui est écrit dans les livres. Voilà, d'accord ? C'est ce qui est écrit dans les livres. Là, c'est comme pour la grossesse. Alors, pour celles qui ont vécu une grossesse. Non, mais dans les livres, pas. Oui. On est d'accord, pardon. La grossesse, effectivement, on est aussi dans un désordre hormonal. Pour avoir une image pour celles qui ont vécu des grossesses. Ce désordre hormonal, chacune le vit à sa manière. Il y a des personnes enceintes qui ont une libido, je vous dis même pas, c'est 4 fois par jour parce qu'elles n'en peuvent plus. Hein, voilà. Et puis il y en a d'autres, pendant 9 mois, c'est même pas la peine de me toucher, c'est bon, tu l'as fait une fois, c'est terminé. Voilà. Mais ça, c'est vraiment chacun. Et au moment de la ménopause, on est à nouveau dans un désordre hormonal. Et à nouveau, chaque femme va vivre sa sexualité et ses brusculements hormonaux à sa façon. Mais je vous rassure, on ne se retrouve pas toutes nonnes à 51 ans. Que les choses soient claires, hein, messieurs, vous n'êtes pas obligés d'aller chercher des petites jeunettes. On est bien encore, hein, on sert. Voilà. Non, mais c'est important. Voilà. Et par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, de par effectivement les problèmes physiques qui peuvent se rencontrer, notamment la sécheresse vaginale, qui n'est pas non plus quelque chose qui arrive directement pour toutes les femmes ménopausées. D'accord ? J'allais venir. Voilà. L'intérêt dans ce changement, c'est d'aller à l'exploration et de se redécouvrir dans ce nouvel être que nous sommes. Parce qu'effectivement, on est un nouvel être. Entre avant l'adolescence et à l'adolescence, on a une transformation. Et là, on est dans une autre transformation. Donc, il faut se réapprendre, se redécouvrir. Les zones érogènes changent. Il suffit juste de communiquer avec son ou sa partenaire. Ça, par contre, c'était aussi le message donc, de Mamie Madeleine, je l'appelle, qui disait « il faut communiquer ». Je veux dire, si on ne parle pas avec son ou sa partenaire, justement, de ces changements, et si on reste en se disant ben, « c'était comme avant », et il y a un moment, non, c'est plus du tout comme avant. Et si on ne le parle pas, eh bien, on reste dans quelque chose qui n'est pas OK. Ce qui est plutôt une chance, hein, parce que ça fait pas mal de choses à découvrir. Mais oui. C'est se réinventer. Mais oui. À un moment, quand ça fait tellement d'années que tu as besoin de partir à autre chose. Mais voilà, alors on n'est pas obligé de partir loin, mais non, par mais contre... Non, avec la même personne, je veux dire. Besoin de... J'aurais pas dû les mettre à côté. Tiffany, je veux pas te mettre au milieu. En fait, voilà, tout ça, il y a un truc qu'il faut que tu dises quand même, c'est que, à propos de la trophie, c'est-à-dire qu'en fait, la sexualité, c'est super important, hein, parce que c'est différent de la pilule Wonder. En fait, si on ne pratique pas, ça se referme. C'est pas oui si on s'en sert, c'est si on s'en sert pas que ça s'use. C'est comme pour les hommes. Et voilà. C'est comme pour les hommes, s'ils ne pratiquent pas, ça marche plus. Et voilà. Et Tiffany, juste regarde le micro, Tiffany, ne le rends pas. Pas tout de suite, vous le reprendrez, mais pas tout de suite. Tiffany, dans ton cabinet de sage-femme, quand tu vas voir les personnes que tu accompagnes, elles te parlent de ces changements dans leur corps liés à la ménopause. Qu'est-ce que tu leur dis, toi ? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ces sujets liés à la sexualité ? Comment on se réapproprie son corps quand on est dans cette période de sa vie ? Refais-moi ta question. Est-ce qu'on te parle de... Est-ce que ces personnes qui sont en situation de ménopause te parlent de leur sexualité déjà toi en tant que sage-femme ? Alors si elles m'en parlent pas, moi j'interroge. Et qu'est-ce que tu... Et ces derniers temps, je suis très surprise de voir que ça marchait très bien. La sexualité ou l'interrogation ? La sexualité. Et qu'est-ce que tu observes ? Si elles me disent qu'il n'y a plus, mais je dis il faut continuer. Mais ça suffit pas, il faut que je vais aller plus loin. Oui. Je rigole souvent avec prendre un maman, elles éclatent de rire. Je sais pas ce qu'elles font après. Rien que le fait d'en parler, de dédramatiser, souvent quand je les revois plus tard, c'est passé des choses. Ouais, efficace. Et au niveau du... J'ai vu au sommet, Gaëlle, au niveau du sommet de la ménopause et de la périménopause, la préménopause, pardon, vous aviez fait intervenir des sexologues à cette occasion. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous partager pour compléter ce qu'ont dit les filles autour de la sexualité, pour compléter, et, voilà, des conseils, même des sujets clés en fait, qui sont ressortis des échanges autour de la sexualité? Ouais, je pense que ce qui moi m'a marqué, c'est cette notion de on est passé à autre chose potentiellement. On a un cheminement, on a une vie qui fait que peut-être avant on se soumettait
à une situation. On sait qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur la stimulation des femmes, notamment dans l'acte sexuel, qui montrent que l'épanouissement n'est pas total, dans le cadre notamment des relations hétérosexuelles. Et donc, quelque part, on arrive dans une zone où il n'y a plus de bonnes raisons d'avoir des relations qui ne sont pas jouissives. Mais jouissives, ça ne veut pas dire nécessairement la jouissance, mais qui ne sont pas un kiff absolu. C'est-à-dire qu'on arrive dans une zone où il n'y a plus de raison d'accepter des relations qui ne nous apportent pas de l'énergie, qui ne nous font pas plaisir. Et le problème, c'est que la société est bâtie sur le fait que les femmes acceptent, pour beaucoup d'entre nous, et je me mets dans le paquet, des relations qui ne sont pas nécessairement plaisantes. Et je pense que cette baisse de libido, qui ne touche pas tout le monde, clairement, va toucher beaucoup des femmes qui ont accumulé des années, et c'est ce qui s'est ressorti dans le sommet, des années aussi d'insatisfaction, de semi-satisfaction, on est quand même satisfait qu'il soit passé une connexion, mais si on est bien sincère dans l'acte lui-même de sexualité, ben, on n'y trouve pas vraiment son compte. Et donc, encore une fois, dans l'image un peu de la sorcière, de cette image de la femme libre qui a envie de se révéler, de s'épanouir, ben, c'est le moment où on va un peu faire le tri entre celles qui ont su développer quelque chose où elles se connaissent et où finalement la pénétration n'est pas une fin en soi. Donc même s'il y a un petit peu moins de lubrification, bon déjà on sait pallier à ça grâce au lubrifiant, mais même si c'est le cas, bah, finalement il y a d'autres moyens d'aller générer du plaisir dans la sexualité. Et puis tout un pan de la population qui, parce qu'on n'a pas été accompagné et éduqué là-dessus, bah, finalement se retrouve bien démunie parce que bon, j'ai plus très envie. De toute manière, ce qui se passait n'était pas un grand kiff pour moi. Je le faisais plus pour satisfaire la relation, nourrir la relation, que vivre un kiff. Et là, c'est un peu comme si le corps il disait « Ah bah non, là c'est bon, hein. Il n'y a plus de gamin possible. Donc en plus, on ne va pas supporter un truc qui est du moitié moyen, quoi. » En plus, il se trouve que les hommes aussi, dans cette période-là, vivent pour beaucoup d'entre eux des transformations. Et donc, eux-mêmes sont dans une espèce de tension avec eux-mêmes parce que, alors, bon, il y a des petites pilules bleues magiques, etc., mais il y a cette tension, je dois bander quelque part. Et là, il y a comme une invitation de toute la nature à dire, mais réinventer autre chose, il n'y a pas besoin d'aller que sur ça. Et c'est comme si toute la société luttait pour qu'on reste dans un schéma qui ne convient pas. Et moi, j'ai envie de dire que, bien souvent, cette diminution de la libido, c'est avant tout un appel à réinventer quelque chose, un appel à dire mais non, mais ça ne va pas en fait, quoi, et à se libérer de ce carcan d'obligation pour renouer. Comme le dit très bien Margot Fried-Filiosa, la libido, c'est un désir, c'est un plaisir anticipé, c'est une anticipation du plaisir qui va réveiller le désir. Et donc, si on est plus capable d'anticiper ce désir et qu'en plus on n'a pas le typique de l'ovulation de testostérone et d'œstrogène qui nous amène à avoir l'envie de procréer, vous voyez, il n'y a plus ce truc-là, puisqu'il n'y a plus le cycle, eh bien, si on ne projette pas du plaisir, on va avoir plus de mal à susciter du désir. D'où l'intérêt de pouvoir se demander, et c'est ce qui a été dit ici, c'est comment je reconstruis un imaginaire autour du plaisir, avec qui je suis aujourd'hui, avec ce qui me fait du bien aujourd'hui, avec ce qui nous fait du bien quand on englobe le ou la partenaire avec nous. Comment je reconstruis quelque chose dans lequel ça me donne de l'énergie par avance de penser au fait que je peux me projeter dans cette sexualité nouvelle. Et c'est peut-être ça, le coche qui est loupé aujourd'hui, parce que finalement, on a accepté des choses toute la vie cyclique. Et là, c'est comme si le corps disait, bah, maintenant, non, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, stop. Je ne sais pas si ça vous parle, vous qui êtes là sur le plateau, mais c'est quelque chose qui est pas mal ressorti dans le sommet. On a l'air d'être plutôt d'accord quand même. Hein. Ouais, j'ai eu que des acquiescements, Gaëlle. Je sais pas si tu nous vois d'ailleurs. Bah de loin, donc j'arrive pas, je vous entends bien, je vous vois de loin, mais... Non, ça faisait partie de tous les témoignages que j'ai eu aussi, hein, c'est qu'il y en a quand même une grande partie où tu disais le mot libéré quand il y avait le thème du truc, oui, hein. Je veux dire, ça libère, on n'a plus besoin de questions, et puis effectivement, voilà, on peut vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre et découvrir ce qu'on a envie de découvrir, il n'y a plus effectivement l'épée de Damoclès
voilà, je vais avoir un bébé, machin. Bon. Alors après, restons quand même dans les choses claires, hein, les maladies se transmettent toujours, donc si jamais vous venez, voilà, à découvrir et avoir envie d'aller explorer différents univers, on se protège. Voilà. C'est ça, ouais, moi je me rappelle, il y a quelques années quand même, c'était ma mère qui faisait plein de trucs là, et c'est moi, du haut de mes 20 ans à l'époque, qui dit « Maman, tu sais, c'est pas parce que tu peux plus, mais tu sais, ce serait bien les préservatifs. » C'est pas tout à fait ma place, mais quand même. « Ah bon, tu crois ? Oui, je crois, oui. Alors je ne vais quand même pas aller t'en acheter, ce n'est quand même pas à moi de le faire, mais c'est bien d'y penser. » Et effectivement, c'est vraiment le truc qu'on oublie quand on arrive effectivement à 55, 65 et avec qui on a des partenaires pour ceux qui ont envie de changer, on oublie qu'il faut quand même se protéger. Le préservatif, c'est pas que pour les bébés. Les bébés. Ce n'est pas pour les bébés non plus. Oui, en fait, c'est pas... Non. Que pour éviter les bébés. Ça commence à être bizarre cette table ronde quand même. D'ailleurs, elle est triangle, mais bon, c'est pas grave. Tiffany confirme, qu'on oublie en tout cas. Oui, que les quarantenaires, cinquantenaires, j'ai bien plus besoin de leur rappeler que les jeunes. Comme quoi. Qu'est-ce qu'on conseille justement à le ou la partenaire d'une personne qui justement se trouve en situation de préménopause, ménopause, qui est en train justement d'appréhender un nouveau chapitre de sa vie sexuelle? Patience et communication. Parce qu'il faut être patient à côté quand même. Hein. Oui, après dans les trucs. Caresse. Enveloppé, accompagné, enveloppé. Ouais, parce que c'est quand même pas simple. Pas évident. Tu peux lui prendre une coupe. Non, mais je suis trop émue. Ah, mais je vois que vous êtes très connectés, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est pas forcément un moment évident. Le corps change et, comme je le disais, enfin, moi là, je parle pour moi, mais c'est vraiment tous les témoignages que je reçois aussi, on comprend pas le corps. Donc, finalement, là, c'est l'adolescence, c'est un retour à l'adolescence. Hein. Le corps change, on a besoin d'être, je dirais pas consolé, mais d'être accompagné, ouais. Est-ce qu'on se... Parce que les graisses peuvent migrer. Je dis pas qu'on va forcément prendre du poids, parce qu'il y a des femmes qui disent j'ai pas pris de poids, mais en revanche qui changent de forme. Donc du coup, tu comprends pas et ça te tombe dessus. Donc c'est pas si évident parce que c'est plus fort que toi. Voilà. Et là, tu peux pas gérer le truc. Hein, donc c'est important. Ah oui, il y a caresser, il y a accompagner et il y a gâter aussi. Faire des petits cadeaux, ça fait du bien. Les mots. Et je dirais, il y a regarder aussi. C'est des corps qu'on ne nous expose pas dans l'espace public, les corps qui changent. Effectivement, il y a une fonte musculaire qui est liée à la diminution des oestrogènes, c'est une réalité, et ça transforme. Et il y a cette notion de regarder, peut-être de pouvoir avoir le regard du ou de la partenaire qui est un regard aimant, peut penser aussi cette blessure de l'absence de la visibilité de mon corps tel qu'il est dans le monde. Déjà, c'est le cas pour 99% des personnes parce que nos corps tels qu'ils sont, quand on se regarde dans notre miroir, ils ne sont pas du tout présents dans l'espace public par rapport à ce qu'on peut voir. Mais c'est encore plus prononcé quand, par exemple, on avait réussi à faire un mi-ami avec notre corps pendant notre vie cyclique et quand on arrive à la ménopause et que ce corps, effectivement, il change. Effectivement, il bouge. Et donc, avoir un regard bienveillant, quelqu'un qui est capable d'aimer aussi cette transformation et peut-être le parler en disant que voilà, cette transformation, plutôt que de chercher à se cacher, cette transformation, elle est difficile pour moi, elle vient me chercher loin. Et toi, quel est ton regard à toi qui partage ma vie sur cette transformation, pouvoir parler ça, les besoins des uns des autres et le vécu vrai. Parce qu'on est dans une société où on nous a appris depuis qu'on est toute petite à cacher les défauts, à masquer ce qu'on peut vivre sur nous. C'est-à-dire qu'on a des gros... on peut avoir des choses qui nous dérangent. On va se le dire très méchamment quand on va se regarder dans la glace, mais on n'a pas appris à le parler avec les gens qui nous aiment. Et je pense que c'est essentiel d'arrêter de penser qu'il faut cacher ce qu'on considère comme être des défauts et plutôt les mettre à la vue de l'autre en disant tu vois, moi par exemple j'avais plein d'énergie puis là j'en ai beaucoup moins et c'est difficile pour moi parce que je sais pas ce que tu penses de moi quand tu me vois comme ça avec moins d'énergie, mon corps est en train de changer et c'est difficile pour moi parce que déjà moi quand je me regarde dans la glace je le vois changer et c'est pas confortable.
tu vis quoi toi quand tu me regardes? Et c'est prendre ce temps de ce dialogue, de qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment l'autre le vit. Parce que finalement, l'autre, il peut avoir un regard tellement doux aussi sur nos changements physiques, mais aussi sur nos changements émotionnels. Une telle envie d'accompagner. Moi, j'ai recueilli des témoignages d'hommes qui me disaient, mais dites-moi ce que je dois faire, j'ai tellement envie d'être là pour elle, et j'ai tellement l'impression de ne pas savoir comment m'y prendre, et je m'en prends plein la figure. Ben, c'est parce qu'en fait, on a tendance à se cacher. Parce que depuis qu'on est toute jeune, on nous a dit il ne faut pas montrer les défauts, il ne faut pas montrer ce qui ne va pas, il faut planquer le truc et ça va passer. Or, c'est faux. Et pouvoir parler ce qu'on est en train de vivre, dans le positif comme dans le plus difficile, eh bien, c'est se donner l'opportunité d'être accompagné et penser, P-A-N-S-E, dans nos difficultés. Moi, je dirais que quand on est particulièrement jeune, justement, c'est le fait d'en parler qui est hyper difficile. Parce qu'on n'a pas l'expérience de copines qui sont en train de vivre la même chose, avec qui on peut partager le bah toi, comment tu l'as dit, quand tu as rencontré quelqu'un, tout ça. Et donc ça, forcément, c'est une peur parce que je pense qu'aussi, quand on a plus d'expérience au niveau sexuel, qu'on est plus âgé, eh ben, on s'affirme aussi plus. C'est aussi ça, à 25 ans, on se cherche encore et faut arriver à extrêmement bien s'assumer et s'affirmer pour arriver à aborder ce genre de sujet avec une personne qu'on rencontre. Et je pense que c'est ça la principale difficulté, parce qu'en fait on a peur de la réaction d'en face, parce qu'on parlait de l'imaginaire autour de la ménopause. Donc moi c'était le cas, j'avais un imaginaire quand même hyper péjoratif, je pensais que mon corps allait devenir celui d'une vieille femme, ce qui n'est pas le cas, mais du coup la personne en face peut avoir cet imaginaire là, donc on a peur du rejet et de comment on va le prendre aussi, parce qu'il faut arriver à avoir de la hauteur et se dire bon ok, cette personne ne comprend pas, ce n'est pas grave. Et on n'y arrive pas forcément, en tout cas, c'est la principale difficulté, je pense, autour de ce thème-là. Oui. Tiffany ? Non, je dirais que la question de départ, c'était sur le passage à la ménopause, mais si on venait déjà à travailler plus avec les partenaires et la société sur prendre en compte le cycle de la femme, ce serait déjà un peu plus simple sur le passage de la ménopause, parce que ça, c'est déjà très tabou. Donc s'il y a des hommes ou des partenaires qui n'ont pas parlé de ça jusqu'à l'âge de 50 ans, et là, d'un coup, ils la découvrent, c'est dur. Et ça, moi, je travaille au quotidien avec mon homme parce qu'on a des filles, on a la première qui est réglée, et je lui dis toujours, mais attends, là, c'est les émotions, c'est normal, et ça, il faut continuer à le répéter, en fait. Parce que ce sera un autre passage à accompagner qui sera plus simple, parce qu'on est déjà sensibilisé pendant 20 ans. Combien de temps on aimerait que Il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé finalement, c'est le rapport aux traitements médicaux ou non, hormonaux ou non. On ne l'a pas trop abordé ensemble, si ce n'est un peu avec toi, Lucille. Aujourd'hui, quels sont les différents traitements justement qui existent pour accompagner les personnes en situation de ménopause? Gaëlle, est-ce que tu as des informations à nous apporter à ce sujet? Je disais qu'il y a le traitement hormonal substitutif qui est donc donné sur prescription médicale et qui est de toute manière indiqué dès lors qu'on est en ménopause précoce, dans tous les cas, pour protéger les os, le système cardiovasculaire, parce qu'il faut savoir que en ménopause précoce, donc on considère avant 45 ans, eh bien, le déficit d'œstrogène et de progestérone va potentiellement amener à une problématique des os, d'ostéoporose, et puis aussi à une problématique de cardiovasculaire. Donc il est important déjà de se dire que dans le cadre d'une ménopause précoce, il est normal, essentiel, vraiment important de prendre un traitement hormonal substitutif. Ensuite, il peut être pris si, même quand on n'est pas dans le cadre d'une ménopause précoce, on vit mal ce qui est en train de se passer à la ménopause, puisque ça va être des hormones qu'on va appeler bioidentiques, c'est-à-dire très très proches des hormones que nous, on peut sécréter naturellement. Et donc ça va permettre de, quelque part, chimiquement, retarder la perception de la ménopause par le corps. Donc s'il y a beaucoup de symptômes, que c'est très compliqué, il est possible d'en passer par un traitement hormonal substitutif. Aux États-Unis, il est énormément donné. En France, il a été bâché, on va dire, en disant qu'il y avait des très gros risques au niveau des cancers, etc. Aujourd'hui, on en revient de ça. C'est plus subtil, la balance bénéfice-risque est toujours à remettre en question, mais comme tout traitement, mais il n'y a pas à considérer que c'est le diable absolu de prendre des hormones. Donc ça, c'est le traitement médical qui est proposé. Donc ça va se constituer avec
des œstrogènes et de la progestérone bioidentique dans la mesure du possible, de façon à pouvoir faire comme un simili-cycle. Et puis ensuite, il y a tous les accompagnements qui peuvent être faits en médecine naturelle, en accompagnement, en ce qu'on peut appeler en France en alternatif, qui vont de la phyto à des massages, différents accompagnements. Et tout ça, par exemple l'acupuncture, quand je pense au massage, je pense à l'acupression, aux acupunctures, etc., qui vont aussi pouvoir aider à passer la ménopause. Je pense aussi à la réflexologie plantaire ou des éléments comme ça. Donc voilà, on va avoir du plus médical, en passant par la phytothérapie avec pas mal de plantes qui peuvent aider au moment de la ménopause, en arrivant vers des thérapies un peu plus manuelles, on va dire, d'accompagnement du corps. En tout cas, tout ça est possible et le mal-être menstruel, le mal-être au moment de la ménopause ne doit pas être une normalité, ne doit pas être considéré comme ok, bah, c'est normal de souffrir à cette période-là. Non, c'est pas normal de souffrir à cette période-là. Et donc, ce qui est normal, c'est que ce soit inconfortable. On l'a dit plusieurs fois depuis le début de la soirée. Ce qui est normal, c'est que ce soit inconfortable parce que c'est une période de changement et le changement n'est pas nécessairement confortable. Et on a voulu nous faire penser dans ce monde-là qu'à chaque inconfort, il y avait la petite pilule magique à attraper. Mais non, peut-être que les inconforts, il faut aussi les vivre et les traverser pour accepter qu'il y a un changement d'état et que ce changement d'état est inconfortable. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit souffrant. Et donc, dès lors que c'est souffrant, il faut trouver les moyens d'accompagner le processus pour revenir dans la zone potentiellement d'inconfort, mais certainement pas de souffrance. Tu voulais compléter, Sophie? Oui, je dis et où, au niveau du traitement hormonal de la ménopause, on donne où et la progestérone et de l'œstrogène. Ça se dose vraiment avec le gynécologue. C'est un traitement qui se donne en règle générale vraiment à l'approche de la ménopause, donc moins dans les 5 à 10 ans au moment de la ménopause. Et tous les ans, on retourne voir le gynécologue pour faire le point. Donc c'est vraiment un traitement sur mesure. Donc en gros, je dirais, comme je dis toujours, la ménopause n'existe pas puisqu'il y a une ménopause par femme. C'est pareil au niveau du traitement. Un truc qui pourrait marcher sur moi ne marcherait pas sur toi. Donc c'est vraiment le gynéco qui va adapter le traitement à toi. Au niveau, Tiffany, toi, ton activité de sage-femme, au niveau des traitements non hormonaux, toi, il y a des personnes que tu vas orienter vers un traitement spécifique ou autre. Comment vous évaluez ça avec les personnes que tu accompagnes? On fait beaucoup de médecine chinoise et on a la chance d'avoir au cabinet en plus une praticienne en médecine chinoise. Donc à Libourne? À Libourne, oui. Et ça améliore bien beaucoup les symptômes quand ils sont vécus désagréablement. Il y a il y a plein de choses. Hein. Les kinésiologues. Ouais. Acupuncture aussi, moi j'ai pu voir. Ouais, c'est ça la médecine chinoise. Ah, pardon. Là je suis experte. Hein. T'as les plantes aussi, la pharmacopée. Pharmacopée, naturopathie, aromathérapie, j'ai vu aussi. Il y a des contre-indications par rapport à tout ça aussi? Aux alternatives non médicamenteuses? Si. Dans le cas de cancer du sein, par exemple, ou justement. Sophie, est-ce que tu peux prendre oui, on a les plantes qui vont être oestrogène-like, enfin phyto-hormones, il ne faut pas les prendre. Alors là, c'est pareil, hein, si vous voulez prendre des traitements, alors tout ce qui va marcher pour vous ne marchera pas forcément pour la copine. Moi, je propose toujours d'aller voir un naturopathe, en tout cas quelqu'un qui sait vraiment conseiller la plante. L'homéopathie marche aussi, avant de s'aventurer. Parce que ça, c'est pareil. Il faut regarder exactement les antécédents et ce qui vous arrive à vous. Donc, la plante est dangereuse aussi, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pareil, c'est aussi une façon pour la personne qui va vous conseiller, sans doute, de proposer le meilleur laboratoire, les meilleurs sourcings, etc. On me dit dans l'oreillette que les 2 autres micros fonctionnent maintenant, donc n'hésitez pas. Ouais, mais on aime vachement partager en fait, je crois. Hein, on aime partager. Hein, ouais. Et donc moi, effectivement, dans ma pratique, une des facettes, c'est la réflexo-plantaire. Et effectivement, dans l'accompagnement avec la réflexologie plantaire, ça permet un rééquilibrage en fait sur l'être dans son entièreté. Donc oui, il y a un travail spécifique qui peut aller se porter sur le rééquilibrage hormonal, mais c'est aussi dans toute la globalité de l'être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se reprendre en main soi, se réapprendre à s'aimer ou réapprendre, enfin je sais pas comment dire, soi. Et effectivement, ces méthodes
thérapeutique globale et du côté de la médecine douce, c'est vraiment une nouvelle rencontre aussi. Alors oui, en réflexo, on peut travailler sur le rééquilibrage, mais c'est tellement plus global qu'on ne vient pas en disant tiens voilà je t'appuie 2 points et puis tu peux repartir et hop après moi tu n'as plus de bouffée de chaleur, si je vends ça c'est pas ok. Par contre le fait de venir, de détendre tout cet état de stress que les symptômes, que ce passage fait traverser, permet de pouvoir adoucir les choses, de remettre le mouvement à l'intérieur pour pouvoir passer le cap, ce que disait tout à l'heure Gaëlle, c'est-à-dire pour passer le cap avec plus de douceur que de se retrouver confronté à la souffrance. Voilà, c'est dans ce cadre-là où effectivement les médecines douces sont importantes. Mais les deux peuvent fonctionner ensemble aussi. Hein. C'est ce qu'on prône généralement chez Nouveau Cycle, c'est cette complémentarité. C'est hyper important. Les médecines, Exactement. Toi, Lucille, de ton côté, quelles sont les choses que tu as pu mettre en place justement pour améliorer ce bien-être te concernant dans le cadre de cette ménopause précoce? Alors moi déjà vraiment le traitement hormonal substitutif a énormément aidé et c'est vraiment important d'insister que pour les jeunes il faut absolument aller voir un gynécologue et avoir un traitement parce que justement dans la balance bénéfice-risque les risques sont bien trop importants quand on n'a plus d'hormones à 25 mais même 30 ans, avant l'âge physiologique de la ménopause, parce que les hormones ont un rôle protecteur quand même des organes, et donc il n'y a pas que l'infertilité, c'est aussi un rôle de protection, et du coup il est vraiment important de les prendre, et donc moi c'est vraiment ça qui m'a aidée, et puis à côté de ça, pour toutes les problématiques ménopause et cancer, la sophro, un peu de yoga, tout ça, je teste, ça a l'air de fonctionner. Moi j'ajoute une chose, c'est qu'il y a 3 sphères en fait qu'il faut protéger. C'est l'os, c'est les troubles cognitifs et le cardiovasculaire. Qui font partie justement des symptômes un peu plus invisibles aussi dont on parlait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Juste... C'est bon, ça marche. Mais j'oublie ce que je voulais dire. Tu voulais juste dire juste, en fait, elle a ménopause. Voilà. Ah non, c'est bon. C'est que, moi j'en ai beaucoup discuté avec ma gynécologue et que ces traitements-là sont vraiment beaucoup plus naturels que la pilule et se rapprochent beaucoup des hormones qu'on produit naturellement. Donc voilà, tout ce qui est autour du danger est quand même aussi à prendre avec des pincettes. C'est beaucoup moins nocif que la pilule. Voilà. Justement, la pilule, parlons-en. Il y avait une question qui se pose généralement. Je me tournerai plutôt vers Gaëlle pour y répondre. Est-ce que la pilule retarde la ménopause ou quel impact peut-elle avoir sur la ménopause? C'est une question qu'on nous pose très très souvent parce que justement comme on a bloqué l'ovulation, on se demande si comme on bloque l'ovulation, ça ne va pas retarder la ménopause. Et non, c'est un petit peu comme la puberté, c'est programmé. Alors il peut y avoir des accidents de la vie, effectivement des maladies, etc. qui font qu'il y a une ménopause qui arrive avant la programmation prévue. Mais sinon, c'est un petit peu comme si on était programmé et donc la ménopause va arriver, pilule ou pas pilule, stérilée, hormonale ou pas. Enfin, même si on a bloqué le cycle toute notre vie, ça ne change rien au fait que les follicules meurent tous les mois et qu'à un moment, il n'y a plus suffisamment de sécrétion pour que, au niveau du cerveau, d'ailleurs parce que ça part du cerveau, la ménopause, qu'il n'y a plus suffisamment de sécrétion de la part de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour continuer le cycle. Donc ça ne change rien de prendre la pilule. Par contre, ce que ça peut faire, c'est que ça peut masquer une ménopause. C'est-à-dire qu'on peut continuer à prendre la pilule pendant des années et des années sans savoir qu'en réalité, on était ménopausé. Parce que comme la pilule bloque le cycle, et que on peut être ménopausée pour certaines à 47 et pour certaines à 60, eh bien c'est très compliqué de savoir. Alors souvent ce que vont faire les médecins, c'est proposer à partir de l'âge que eux considèrent être l'âge où ça doit être terminé, de faire des tests ou d'arrêter un petit peu la pilule pour voir ce qui se passe. Mais voilà, c'est surtout ça que peut faire la pilule, c'est qu'on peut se croire encore cyclique pendant plusieurs années, alors qu'en réalité, la ménopause était déjà installée chez nous. Oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe un test biologique fiable, au-delà d'attendre une année sans règles, pour savoir si on est ménopausé? Il y a le bilan hormonal qui permet de savoir où on en est, mais en fait, il varie de la veille au lendemain, donc il donne une indication.
Donc, il donne une indication, mais il y a quand même certaines personnes qui, avec un bilan hormonal, ont été déclarées ménopausées et qui se sont retrouvées des années après avec le corps qui redémarre pour des raisons qu'on ne sait pas. Donc ça donne une indication, mais disons qu'il y a un faisceau d'indices concordants qu'il faut mettre ensemble pour considérer que la ménopause installée, c'est pas juste les dosages hormonaux. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que les dosages hormonaux, je redis, on est des êtres humains. Il n'y a pas un tiroir qui se tire avec clac, il y a une hormone qui s'active, un deuxième tiroir clac parce que j'ai le ventre qui grossit. L'hormone fait aussi partie de notre sphère émotionnelle. D'où effectivement, par exemple, l'arrêt des règles quand on a un choc émotionnel et on n'est pas en ménopause. Et ce que disait Gaëlle, on peut être hormonalement en ménopause et tout d'un coup, un choc émotionnel ou quelque chose dans notre vie fait que hop, notre corps redéclenche pour une raison dont on n'a pas forcément l'interprétation. Voilà, on n'est pas des machines, c'est pas parce qu'on a tapé 0,1, 0,1 que ça y est, on est en ménopause, quoi. Ça, c'est fondamental aussi. Bien écoutez, j'ai éteint tout le monde. Vous êtes tous calés. Ok, on va revenir sur du léger. En fait, il est déjà 22h, le temps file, et du coup, je me dis que c'est quand même bienvenu pour un temps d'échange avec vous. Enfin, vous donnez la parole. Donc, on a une question là-bas. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette super conférence, Vulve Aventure. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe quand on est trop maigre, mince et que les règles s'arrêtent? Est-ce que c'est une ménopause du coup? Comment on explique ce phénomène? Alors, l'explication, je ne l'ai pas moi au niveau physiologique. Par contre, ce n'est pas la ménopause. Voilà, y a le corps qui effectivement doit piocher des réserves un peu trop loin et quand on perd trop de poids, ce qui effectivement est un dénominateur quand il y a des problèmes d'anorexie, à un moment donné, le corps n'a plus assez de force pour être dans ce cycle. Alors, je ne suis pas toubib ni scientifique pour avoir l'explication juste, mais ce n'est surtout pas la ménopause, ça fait partie des exemples que j'ai donnés tout à l'heure qui font que à un moment donné, notre corps peut arrêter ce fonctionnement, mais il n'est pas en ménopause, et à un moment donné, il peut reprendre, bien sûr. Gaëlle, est-ce que tu veux compléter? C'est juste ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique, l'aménorrhée qui se présente à nous parce qu'il n'y a pas suffisamment de graisse dans l'organisme. Alors, on sait qu'en dessous de 13% de graisse dans l'organisme, on est quasiment systématiquement en aménorrhée hypothalamique. Et au-delà, ça va dépendre. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas des machines et il y en a certaines qui vont réagir différemment. C'est le corps qui considère à ce stade-là qu'il serait difficile, dangereux de démarrer une grossesse. Donc c'est pas du tout un processus, c'est un processus d'aménorrhée et non pas un processus de ménopause, parce que la ménopause a un caractère normalement définitif. Alors que l'aménorrhée, c'est quelque chose qui est lié à un contexte. Donc il y a l'aménorrhée hypothalamique, il y a aussi les aménorrhées qui peuvent être liées à un syndrome des ovaires polykystiques. Donc on peut ne pas avoir ses règles pendant plus d'1 an, avoir un syndrome des ovaires polykystiques et pour autant ne pas être ménopausé. Le profil hormonal sera différent. Et là, le dosage hormonal est intéressant parce que clairement, on aura des marqueurs hormonaux différents. Et donc un professionnel de santé saura faire la différence entre une aménorrhée et une situation de ménopause précoce. Et je sais pas si on peut j'en ai parlé avec une gynécologue justement de ces problématiques-là et aussi qu'on retrouve chez certains sportifs de haut niveau où à un moment les règles s'arrêtent. Et c'est hyper important d'aller quand même consulter parce que justement les hormones ne sont plus produites bien et donc c'est hyper important d'aller consulter, voir s'il y a un traitement à mettre en place ou pas. Enfin, faut pas rester de son côté, même si ça peut redémarrer et qu'on se dit qu'on est jeune. C'est important d'être suivi pour ça. Merci beaucoup. Juste préciser ce qu'on explique aux jeunes sur la question de l'aménorrhée, c'est quand le corps il est en stress en fait, et du coup il va arrêter la fonction reproductive. Donc ça concerne effectivement l'excès de sport, on voit sur les sportifs de haut niveau, le manque de sommeil, les chocs émotionnels, tous les troubles autour de l'alimentation, pas que l'anorexie, mais tous les troubles alimentaires. Donc en fait c'est un signal que nous envoie le corps pour dire attention, je suis en éveil, je suis en urgence. Donc c'est souvent les jeunes nous posent la question est-ce que c'est grave de ne pas avoir ses règles? C'est pas grave en soi. Le fait de ne pas pouvoir de pas être dans la reproduction, c'est pas grave, mais par contre ça signale qu'il y a une autre fonction vitale qui est en jeu, qui est en péril. Et donc c'est ça qu'il faut aller montrer. Juste clarifier ce point-là. Merci beaucoup Sarah.
Sur les traitements hormonaux, vous avez parlé que les gynécologues pouvaient les prescrire. Est-ce que les sages-femmes peuvent aussi prescrire les traitements hormonaux? Non, je ne vais pas avoir honte de vous dire que j'en sais rien et que moi je... Non, tu m'as dit que non. J'ai fait une pause de 19 mois, je reviens juste pour ma 3e. Et franchement, moi j'en ai jamais prescrit. Et a priori pas, ouais. Alors après, ça risque de bouger puisque les gynécologues sont en voie de disparition. On est bombardé de demandes de suivi gynéco. Donc j'imagine que ça fera partie de nos prescriptions. Mais a priori, jusque-là... Oui, aujourd'hui, il y a eu effectivement une baisse du nombre de gynécologues médicaux, pas obstétriciens, mais médicaux, et ce qui fait qu'effectivement de plus en plus de personnes se tournent vers vous, les sages-femmes, avec effectivement cette limite sur les prescriptions de moins en moins. C'est juste, je pense qu'à part ça, maintenant, on a quasiment toutes les prescriptions. Après, dès lors qu'on passe dans la pathologie, c'est un médecin. Il y a aussi des médecins généralistes qui font du suivi gynécologique. Donc éventuellement, je pense après, on travaillera avec eux. Oui, c'est ça. En fait, c'est sur les pathologies, spécifiquement. Mais les médecins généralistes qui font de la gynécologie envoient aussi vers les gynécos. Et leur limite, elle est à peu près la nôtre. Sauf qu'ils doivent avoir les traitements substitutifs. Mais je pense, je me dis que vu qu'on a tout ce qui est hormonal, on a beaucoup de drogues en fait dans notre prescription, je pense que ça finira par passer. On nous a mis plein d'autres actes comme les IVG, c'est des produits forts aussi. Est-ce que vous avez un peu des chiffres sur le nombre de jeunes qui sont ménopausés suite à des pathologies? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Est-ce que tu es un cas assez unique ou est-ce que finalement ça concerne beaucoup de gens? Et la suite de ma question, et comme ça je te laisse répondre, c'est est-ce que toi tu as trouvé des modèles, des rôles? Parce que tu disais tu peux pas en parler à tes copines de ton âge qui sont pas du tout dans les mêmes problématiques. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as pu t'identifier et à qui tu as pu poser tes questions? Parce que tu parais super épanoui et super à l'aise avec le sujet, je trouve que c'est quand même assez ouf. Donc voilà, je voulais savoir comment tu avais pu aussi trouver de l'info par rapport à cette particularité que tu as. Alors, non, justement, j'en ai pas énormément trouvé. Déjà, moi, le fait, cette ménopause-là, toutes les personnes de mon âge ne vont pas le vivre de la même manière, je la vis de manière, c'est très personnel. Et moi, mine de rien, c'est des traitements qui me sauvent la vie, qui en contrepartie me rendent ménopausée. Donc quelque part, il y a aussi quelque chose de hyper positif. Je suis ici pour en parler, je suis en vie, ok, je suis ménopausée, mais c'est parce que les traitements ont fonctionné. Donc il y a quelque chose de hyper positif et qui n'est pas trop autour du deuil pour moi, donc ça va. Après, donc oui, effectivement, il y a des personnes, alors je sais pas très bien, mais je sais que des personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants vont être mises sous ménopause artificielle. Donc là, c'est parce que les hormones sont dangereux pour ces personnes-là, donc du coup elles ont un traitement pour stopper leur cycle et 10 ans après ou 15 ans après ils peuvent les arrêter et ça reprend. Ensuite, les personnes qui ont eu des chimiothérapies qui les rendent ménopausées définitivement, donc pour l'instant j'essaye de trouver des personnes pour avoir des contacts. Tout le monde n'est pas hyper à l'aise pour en parler non plus parce que c'est pas un sujet hyper simple. Il y en a qui le vivent vraiment de manière hyper douloureuse, surtout avec la stérilité. Et dans la plupart des cas, il y a une préservation de la fertilité pour la majorité des femmes. Donc moi, ça a été un contexte un peu particulier parce que même si on va enlever un ovaire, on ne peut pas le réimplanter parce que voilà, dans ma pathologie, ça ne se fait pas. Mais pour beaucoup de personnes qui ont eu un cancer, ça se fait. Et donc voilà, mais j'ai pas trouvé quelqu'un exactement dans la même situation que moi pour l'instant pour pouvoir échanger là-dessus. Sur les chiffres, je regardais à 44 ans, il y a 7% des femmes qui sont ménopausées. J'ai pas le chiffre sur les ménopauses très précoces, notamment qui sont liées aux maladies, mais voilà, à 44 ans, il y a 7% des femmes qui sont ménopausées. Et ensuite, la grosse masse va arriver entre 44 et 55 ans. Bonsoir, moi j'avais une question par rapport à l'endométriose et je voudrais savoir si justement la ménopause va avoir une influence sur l'endométriose au niveau justement, vu que les hormones baissent, etc. Je me demandais si ça peut la calmer justement ou justement l'amplifier, enfin voilà, s'il y a un lien entre les deux. Juste moi j'ai eu l'endométriose et en tout cas personnellement, du coup il n'y a plus du tout d'endométriose puisqu'il n'y a plus du tout de cycle, il n'y a pas l'endomètre qui doit partir. Donc voilà, moi je sais que moi qui en avais, plus rien. C'est le traitement naturel de l'endométriose.
Pour une immense majorité des personnes, la ménopause signe la fin de l'endométriose, ou en tout cas des symptômes les plus flagrants de l'endométriose. Par contre, il se trouve que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas non plus imaginer que ce sera systématiquement le cas. Pour certaines personnes, ils continuent, les nodules qui étaient présents continuent de faire des problématiques. Ils ont plus ce phénomène inflammatoire cyclique qui est lié au cycle menstruel, mais pour autant, ils continuent de créer des adhérences et des problématiques qui ne partent pas systématiquement avec la ménopause. Donc, c'est un soulagement pour une immense majorité des personnes, mais il ne faut pas considérer que c'est forcément la fin de tout. Je voulais savoir si le traitement hormonal substitutif peut être pris après à vie, ou c'est quelque chose qu'on peut prendre par période, ou arrêter si ça va mieux. Normalement, il est pris normalement, il est prescrit pour une période de 5 ans. Il faut aller voir le gynécologue tous les ans. Parfois, il peut être allongé, on va dire préconiser 8 ans, mais ça peut être encore allongé. Et ça, c'est vraiment à discuter avec le gynécologue. Ouais, tout le temps. Il y a des femmes qui le conservent longtemps, mais d'autres, voilà. Donc c'est vraiment comme je dis, c'est vraiment du sur-mesure. Mais la moyenne, c'est 5 ans. Là, maintenant, on élargit un peu à 8 ans. Et moi, j'ai une question. En préparant la soirée, je me suis aussi rappelé que ma maman m'avait parlé d'andropause. Donc la ménopause des hommes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Tiffany, t'as un peu de... Alors ça, c'est encore plus tabou, parce qu'ils ont aussi des bouffées de chaleur et plein de choses, et ils n'en parlent absolument pas entre eux. Il n'y a pas un homme qui pourrait nous en parler. Un homme avec des bouffées de chaleur dans la salle? C'est d'ailleurs ce que je leur réponds souvent quand elles veulent me parler de ça. Je leur dis, et ton mari, qu'est-ce qu'il a? Elle dit, interroge-le. C'est assez intéressant. Et c'est vrai que j'axe pas beaucoup, mais je vais faire de plus en plus d'axer sur, justement, échanger, c'est génial. Parce que ça change pour vous deux. Sauf s'il y a 20 ans d'écart. Moi, il est pas venu. Alors, l'andropause, c'est pas tout à fait le même mécanisme quand même que la ménopause. Il faut quand même avoir en tête que la ménopause, c'est effectivement la fin d'un processus. L'andropause ne signe pas la fin de la fertilité des hommes. Donc c'est pas le même mécanisme, c'est pas le même... D'ailleurs, il y en a beaucoup qui considèrent que ce terme est un peu abusif et du coup fait penser que c'est le même processus alors que c'est pas le même. Ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'andropause, c'est une baisse de la production de testostérone qui va faire que la production naturelle, notamment par les cellules adipeuses des oestrogènes, va peut-être un peu prendre le dessus et on va avoir des hommes qui vont se retrouver avec un profil hormonal assez proche de certaines femmes finalement. Et ça va faire des changements d'énergie, va faire des changements d'humeur aussi potentiellement, et aussi des changements de tonicité, notamment parfois des problématiques au niveau de la tonicité sexuelle. Donc c'est tout ça qui se passe au niveau de l'andropause, avec potentiellement de la fatigue, des choses qu'on va pouvoir retrouver aussi au moment de la ménopause, mais c'est pas tout à fait le même phénomène, il n'y a pas l'arrêt naturel d'un phénomène, et d'ailleurs l'andropause a des âges beaucoup plus variables, avec une variabilité beaucoup plus importante que ce qu'on peut vivre avec la ménopause. Donc, et tout le monde n'y passera pas. Alors que la ménopause, a priori, passé 60 ans, il y a quand même, a priori, la grande majorité de la population qui est passée. Donc c'est un phénomène qu'on peut mettre en regard, qui se passe à peu près dans les mêmes eaux, mais qui n'est quand même pas le pendant masculin, on va dire, de la ménopause. Ils n'ont pas tous une chute de testostérone? Si. Non, pas tous. Il y en a qui conservent comme ceux de 20 ans? Eh ben, tu me l'apprends, c'est génial, je savais pas. Donc, c'est pas du tout régulier. En fait, on n'a pas ce global régulier qu'on peut avoir dans la population féminine, avec l'arrêt du cycle, un peu en courbe de Gauss, et puis tout le monde y passe. Il n'y a pas du tout ce phénomène-là chez les hommes. Eh bien, Marie-Jo. Alors, moi, j'avais envie de terminer avec un petit peu de paillettes aussi, parce que voilà. Ce qui est important dans tous les témoignages que j'ai eus et dans ma façon à moi d'accueillir la ménopause, c'est d'aller l'accueillir. Alors j'ai entendu ça des témoignages aussi avec l'endométriose qui vont parler à leur endométriose et qui vont faire équipe avec cette pathologie. La ménopause n'est pas une pathologie, mais c'est aussi important de venir l'accueillir.
Maintenant, on est en train, et notamment vous êtes bien placé pour en parler, les nouveaux cycles, on est en train de commencer à penser aussi à recélébrer les premières règles, à célébrer ce moment. Ça devient, on enlève le tabou, les jeunes filles qui arrivent ne sont plus obligées de se prendre la baffe par le papa en lui disant ça y est, c'est cool, t'es chez les femmes, bam, bonjour, bienvenue. Donc les règles qui arrivent deviennent, on peut en parler et ne sont plus tabous et on arrive à les célébrer. Et dans les différents témoignages, c'est aussi ça qui est important, c'est d'aller se célébrer soi dans ce nouvel état. Alors voilà, moi, ma façon à moi, parce que j'avais envie de le partager, moi je me suis offert un tatou qui est caché, qui est dans mon dos, avec un beau phénix. C'était moi, ma célébration, de me dire, il y a effectivement la fin d'un cycle, mais la mort d'un cycle est aussi la renaissance d'un autre. Et ça, c'est fondamental de se le digérer, parce qu'on n'est pas fini. On démarre autre chose. Et plus on va pouvoir être en accord avec ça, plus les symptômes vont aussi être des vagues qu'on va pouvoir prendre, un peu comme quand on accouche, et qu'on vient se glisser dans cette vague de la contraction et qu'on ne lutte pas contre. Pour moi, j'ai vécu vraiment dans mon corps des choses qui ressemblaient aux différents accouchements, parce que j'ai 3 enfants, que j'ai pu ressentir dans ces moments-là. Et plus on va pouvoir accepter ce qui se passe, s'accepter soi et plonger dedans, et plus le passage va pouvoir se faire, en tout cas avec douceur. C'est comme l'accouchement sans douleur, ça n'existe pas, mais en tout cas en plongeant dans quelque chose qui nous appartient et dont on se sent autonome et responsable et pas dépendante en se disant ah bon mais c'est les autres, le docteur m'a dit je prends ça, ok, et j'attends que ça vienne. Voilà. Donc récupérez votre puissance, mesdames, récupérez votre force et éclatez-vous quoi. Voilà. Et puis les messieurs ou les compagnes vont s'éclater avec nous aussi. Hein. Voilà.